vais passer la parole à Caroline Lejeune. Merci beaucoup et puis merci de très bonne liaison avec mon intervention. Merci pour votre accueil si chaleureux depuis hier et aux rencontres philosophiques de Monaco et à toute l'équipe qui fait un travail fabuleux pour que tout se passe bien pour les intervenants, pour le fond, mais aussi pour présenter des documentaires et des interviews comme on a vu en début de séance. Alors effectivement, là, on a abordé différentes manières de pouvoir avoir cette idée de nature et de cette construction de l'idée de nature entre une nature comme préservation, comme contemplation à travers le regard esthétique et aussi la question de la gestion des ressources et la manière de considérer finalement la nature comme un stock de ressources qu'on pourrait utiliser. Et souvent, en fait, dans cette histoire de l'idée de nature, il manque un point fondamental qui est de la question sociale. Dans quelle mesure, finalement, cette nature, si on n'est pas séparé d'elle, comment elle interpelle l'enjeu social et l'enjeu politique. Et c'est vrai qu'à travers toute cette histoire du préservationnisme, du conservationnisme et puis de l'extractivisme, clairement, actuellement, on voit que cette question est un peu passée et un peu mise de côté au profit d'une vision soit contemplative, soit très techniciste, soit très économique et très productiviste. Et alors que pourtant, ces différents moments ou ces différentes manières de pouvoir penser l'évolution de la nature en tant que ressource, en tant que paysage, en tant que ressource productive, ne peut pas être dissociée en fait des enjeux sociaux que ces différents moments ont abordé. Par exemple, tout à l'heure, Grégory l'a rappelé, le fait d'avoir des politiques, les premiers parcs nationaux aux États-Unis se sont déroulés, et ont eu lieu, se sont institutionnalisés dans les premières politiques environnementales, en mettant à l'écart les populations indigènes qui vivent sur ces territoires. Quand on parle de politique productive, qu'on essaie de penser la gestion des ressources, la gestion des stocks sur les territoires, on voit aussi que des formes d'extractivisme ou d'accaparement ou d'appropriation des ressources dans les pays du Sud, d'abord, mais maintenant aussi dans les pays du Nord, passe par aussi une forme d'exposition ou d'accaparement des ressources dans d'autres pays que ceux qui les utilisent. Donc on voit bien de manière systématique que cette question de la manière dont on a construit à travers l'écologie scientifique un regard sur la nature, c'est complètement ou a complètement oublié finalement que l'environnement n'est pas dissocié d'un environnement social, culturel, et qu'on ne peut pas universaliser, on ne peut pas avoir une représentation générale de la nature sans poser cette question sociale. Et ça, c'est tout l'objectif des mouvements de justice environnementaux, et c'est sur quoi j'aimerais intervenir et vous donner quelques éléments de réflexion qui me permettront ensuite de pouvoir poser la question ontologique de la nature, peut-être épistémologique. Je tenterai, pour pouvoir ouvrir les débats, sur le lien justement entre enjeu social et enjeu environnemental. Si on reprend un peu toute l'histoire des liens entre justice et environnement, on peut identifier, alors parmi d'autres mouvements, des mouvements de justice environnementaux et des mouvements de justice climatique dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. On va les voir dans les pays du Sud émerger avec le mouvement de justice climatique et des mouvements paysans de la Confédération et de la protection des semences paysannes dans les mouvements internationaux et notamment dans les grandes conventions comme l'ensemble des COP, COP 21, COP 26 et bien encore depuis le sommet de Rio. Ça a été une revendication très forte de justice climatique, de pouvoir justement ne pas dissocier droits humains et droits de la nature. Mais on va le voir aussi dans les pays du Nord, puisqu'on va voir aux États-Unis finalement naître des mouvements de justice environnementaux qui sont des mouvements sociaux initialement, qui vont prolonger finalement la défense des droits civiques dans le sillage des mouvements de Martin Luther King à travers, par exemple, des figures comme le pasteur Chevis qui va avoir un rôle important dans le fait de pouvoir montrer que les populations qui sont en situation les plus exclues socialement, les plus exclues politiquement, mais aussi les plus populations qui sont les plus exclues pour, aux États-Unis, le mot race, racialement, sont aussi celles qui sont les plus exposées à des risques environnementaux ou des populations qui sont les plus exposées aux risques climatiques. Donc, ce qu'a pu montrer de manière très forte des mouvements comme dans le Warren County, ça a été pouvoir montrer que
un cumul d'inégalités entre une situation sociale en difficulté, une situation d'injustice politique par l'exclusion vis-à-vis des origines et de la race afro-américaine, mais aussi de pouvoir aussi être exclu d'un point de vue environnemental, puisque ce cumul d'inégalités conduit à ce que des populations qui sont en situation de précarité et d'exclusion sont aussi celles qui vont développer de plus en plus de maladies. Premier point. On va voir aussi d'autres mouvements émerger, notamment le mouvement du Love Canal, qui va permettre de montrer, à travers une mobilisation de nombreuses femmes, que sur certains territoires, on pouvait observer des conséquences liées à des pollutions sur les malformations des enfants, mais aussi sur le développement des cancers et sur des problèmes liés à la natalité. Et ça va avoir un retentissement relativement important, ce mouvement, parce que ça va permettre de montrer que si vous êtes en situation de difficulté sociale, ce qui était le cas de ces populations, si vous êtes aussi en situation d'inégalité environnementale, mais aussi en termes de genre, vous pouvez aussi être les plus soumises à des formes d'inégalité liées à l'environnement et aux inégalités sociales. Donc, encore une fois, un cumul d'inégalités sociales, un cumul d'inégalités liées aux enjeux politiques, enjeux de genre et enjeux environnementaux. Et ce cumul d'inégalités a donné lieu à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que vous pouvez être positionné dans différentes formes d'inégalités et que vous pouvez être exposé à des problématiques liées à l'environnement. Alors c'est un sujet important parce que ça montre que les activités qui vont avoir des conséquences sur la pollution au plomb est très connue, mais aussi des activités liées à l'extractivisme, à ses conséquences sur les territoires, mais aussi à des activités de prédation des ressources, a des conséquences sur des formes d'injustice sociale, politique et environnementale, et que ces injustices sociales et environnementales trouvent difficilement une réponse par les pouvoirs publics et notamment par les politiques environnementales qui vont se cibler essentiellement sur des politiques de gestion des ressources ou de préservation, mais où la question sociale est très difficile à prendre en compte. On a pu le voir récemment avec l'histoire de la taxe carbone, par exemple en France, et l'histoire des Gilets jaunes, mais on peut le voir aussi dans les boues à Gardanne à Marseille, on peut le voir aussi dans des expositions liées au mercure dans l'Ain, et on voit de plus en plus en fait, émerger dans le travail de la sociologie de l'environnement de nombreux cas d'inégalité environnementale dans nos territoires, ce qui permet de pouvoir aussi attester de ces formes de cumul et d'injustice environnementale, et de dire que ce n'est pas simplement un problème des pays du Sud, mais c'est aussi un problème dans les pays du Nord. C'est un enjeu important parce que dans un contexte de crise environnementale globale tel qu'on est en train de le vivre en ce moment, ce cumul d'inégalités aussi révèle un autre phénomène, c'est que les personnes qui sont le plus exposées à des inégalités sociales, inégalités politiques et inégalités environnementales sont celles aussi qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc on est encore plus, voyez, dans un système d'exclusion et une difficulté finalement à pouvoir vraiment poser concrètement ce que ça signifie dans une politique environnementale, de considérer non seulement ce cumul d'inégalités liées aux activités d'extractivisme par exemple ou d'émissions de polluants, mais aussi de responsabilité dans la crise environnementale globale et de pouvoir positionner l'environnement comme un enjeu qui n'est pas simplement technique ou un enjeu de préservation, mais un enjeu social et politique, et comment on délibère de ce fait social et politique. Alors, les principaux instruments qui ont été utilisés pour pouvoir essayer de répondre à ce cumul d'inégalités, ils passent par plusieurs sortes. Le premier, c'est le principe pollueur-payeur. Si une industrie ou un État ou un individu pollue sur un territoire, il a l'obligation de payer les réparations. On va aussi trouver des phénomènes d'indemnisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes exposé à une pollution au plomb ou une pollution au mercure, une des réponses qui va être apportée, c'est de pouvoir réparer. Bien sûr, de manière très logique, c'est difficile de réparer quand on a un cancer qui est lié à la pandémie, par exemple. On va essayer d'indemniser. Donc, on va indemniser le coût de la santé, le coût des médicaments ou des frais. Je vais voir un coup, parler trop vite. Donc il y a une forme d'indemnisation très importante qui va être mise en place par les pouvoirs publics, qui va permettre de pouvoir en partie réparer, de la même manière que le pollueur est payeur. Celui qui va vraiment avoir un dommage et que ça a avéré sur la santé de la population va devoir aussi payer les coûts liés à cette maladie ou à des phénomènes de malformation. Ça, c'est la deuxième solution.
La troisième, ça va être de pouvoir mettre en place des processus de participation qui vont permettre de sensibiliser les personnes, de pouvoir les informer des pollutions qui sont présentes, de pouvoir aussi faire en sorte que toute personne qui est exposée à un risque soit informée de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires. Et c'est vrai que dans certaines communes, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé à Roubaix, on voit des parcs urbains qui sont inaccessibles aux enfants pour le jeu, où on dit clairement aux parents et à leurs enfants de ne pas mettre le main à la bouche juste après, puisque c'est des anciens territoires industriels et que sous cette terre, il y a aussi beaucoup de plomb. Donc il y a tout un système sensibilisation, indemnisation. Et vis-à-vis de la nature qui est détruite en même temps effectivement que les intérêts humains sont touchés, il y a tout un système de compensation écologique. Donc on va essayer de calculer ce que vaut la destruction de la nature et on va essayer de lui donner un prix pour pouvoir soit compenser financièrement auprès d'organismes protecteurs, de pouvoir essayer de faire de la restauration, soit de pouvoir dire on a supprimé par exemple tant d'hectares de forêt dans un territoire, on va pouvoir en reconstruire un avec les mêmes capacités dans un autre lieu. Donc on est sur une forme de compensation écologique. Quand j'exprime ces différents outils, donc on est sur l'indemnisation, on est sur de la compensation, on est aussi sur des tentatives de réparation, on voit bien que ces principes de justice et de justice distributive, qui sont des principes fondamentaux de nos démocraties contemporaines, sont insuffisantes pour pouvoir répondre conjointement à la protection de la nature, mais aussi à la protection et à la garantie des droits des hommes. Et elles sont insuffisantes pour une raison importante, c'est qu'elles fonctionnent sur un système de réparation, destruction-réparation. Je détruis, je porte atteinte, je répare et j'indemnise. Et tant qu'en fait ce binôme fonctionne l'un avec l'autre, on peut continuer finalement à être dans une logique de destruction et réparation par des outils économiques qui rendent compte d'une chose, c'est que la vie des hommes, comme la vie de la nature, est un principe de comptabilité et un principe économique, mathématique, et qui rend visible une forme de traduction mécaniste des outils en fait, de la nature et des intérêts du bien-être humain dans des instruments de politique publique. Et ça, c'est important parce que ces outils-là rendent clairement compte dans le quotidien et dans des politiques locales, communales, territoriales, mais aussi à l'échelle nationale et encore plus internationale, rend compte d'un point important, c'est qu'on maintient cette distance et cette séparation que pouvait exprimer très clairement Grégory juste avant, et que cette séparation, elle s'accompagne d'une hiérarchie. Certains hommes plus que d'autres, certains territoires moins que d'autres vont être exposés et souvent le lien de corrélation entre le niveau de revenus et l'exposition à un risque environnemental est toujours relativement avéré. Donc ce rapport nature-culture qui s'est institué dans notre forme de coopération et d'organisation sociale et politique s'est créé à partir d'une mise à distance, une séparation nette entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture, et aussi dans une forme de hiérarchie entre certains philosophes diraient certaines vies valent plus que d'autres et certaines natures valent moins que d'autres. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le pointer actuellement. Donc la question, je pense, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, mais est-ce que l'environnement n'est qu'un stock de ressources à se redistribuer? Est-ce que les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux peuvent seulement reposer sur des principes de redistribution qui ont pour objectif de réparer les dommages sans vraiment interroger les causes de ces dommages? On est toujours sur les conséquences sur lesquelles on va pouvoir agir et moins sur les causes qui sont responsables de ces situations. Une justice sociale entre les hommes nécessite-t-elle une justice sociale entre les hommes qui tiennent compte des natures sur les territoires? La question est ouverte. Alors ça interroge profondément un point que Grégory a aussi souligné, c'est la question de l'ontologie, plutôt la question anthropologique du rapport que nous pouvons avoir, les modes d'existence que les communautés humaines peuvent avoir sur leur territoire et avec la nature qui les environne. Ça interroge aussi des ontologies qu'on appelle plus relationnelles et qui ne sont pas sans
difficultés épistémologiques. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui tentent de dépasser ces séparations nature-culture. Je pense notamment à celle de la terre-mère de Pachamama, qui est la terre-mère Pachamama, qui est une croyance bolivienne qui a été intégrée à la constitution bolivienne et qui a fait l'objet d'une revendication dans l'espace international, mais aussi un certain nombre de pratiques qu'on peut observer différemment et dont on a peut-être vu quelques prémices dans le documentaire qui nous a été présenté. Et merci d'avoir eu la chance de pouvoir nous donner un peu de cette ressource. Encore, notamment les pratiques qui sont des pratiques d'agroécologie, où effectivement la question du rapport aux éléments naturels est importante et il est difficile de calculer comment on peut avoir un savoir qui n'est pas un savoir rationnel, mais qui est aussi un savoir sensible, qui est un savoir d'observation. L'action de l'observation a été très présente dans les propos qui nous ont été diffusés, mais aussi la pratique de pêche, parce que c'est vrai que quand on voit la pêche à la main, c'est intéressant parce que c'est pas simplement une pratique où on va prélever du poisson dans la mer, mais c'est aussi une observation dans un milieu et dans lequel le pêcheur est complètement dans cette activité de pêche, d'observation, et de pouvoir voir l'évolution aussi du territoire sur lequel il pêche dans le temps. Donc ça, ça me semble tout à fait intéressant. On voit d'autres choses aussi, alors on en parle beaucoup, c'est les droits de la nature, qui était initialement un outil qui permettait de pouvoir donner des droits, ou au moins donner des droits, ou reconnaître des éléments naturels comme étant ou possédant une personnalité juridique. Ça fait l'objet de nombreuses mobilisations à l'échelle internationale, que ce soit en Australie, que ce soit en Inde, puis ça arrive en Europe. Donc on l'a vu, des prémices un peu sur des questions de délibération en mêlant l'art et l'environnement au Parlement de la Loire, par exemple, mais aussi on voit émerger beaucoup d'initiatives sur l'appel du Rhône actuellement. Est-ce que ça modifie ou pas le rapport à la nature, ou est-ce qu'on sort le registre de préservation? Ça, c'est une autre question. Et puis, toutes les mobilisations de la jeunesse, ou toutes les nouvelles formes de pratiques politiques qu'on voit émerger depuis au moins 3 ans, et qui s'accélèrent et qui s'accentuent. Alors, on a vu Extinction Rebellion. On voit aussi tous les mouvements de désobéissance civile qui, à un moment donné, essayent d'avoir un droit de parole pour pouvoir penser certains ou protéger certains espaces. On voit qu'il y a une forme de radicalité ou de déradicalisation de certains mouvements sociaux qui ont pour objectif de pouvoir défendre la nature, pas pour ce qu'elle est en elle-même, mais parce que les participants pensent en faire totalement partie. Et là, je vais dire une citation ou un slogan qui revient souvent. Souvent, dans les mobilisations de la jeunesse, on voit « Je suis la nature qui se défend ». Et il y a un changement de perspective dans le fait de dire « Je suis la nature qui se défend », parce qu'il y a toute une dimension sensible d'éco-anxiété, mais aussi de peur du futur qui s'immisce dans ces formes de mobilisation et qui nous questionnent finalement sur le rôle que peut avoir de considérer l'écologie, la nature, non pas comme un fait culturel, mais comme étant indissociable et interdépendant de la manière dont nous vivons dans nos communautés et dans nos territoires. Donc c'est l'invitation de ne plus voir l'écologie ou la nature selon l'angle de préservation, l'angle de gestion des ressources, mais plutôt voir des forme d'appropriation de l'écologie, de pouvoir considérer des manières différenciées, de pouvoir considérer des formes de sensibilité, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient dans l'observation. Chacun met le mot, en fait, qu'elles soient dans un rapport analogique. Je pense que c'est vraiment des perspectives actuellement qui sont en train d'émerger, en tout cas dans les sciences humaines et sociales, mais qu'on voit de plus en plus aussi apparaître dans le rapport social que peuvent avoir les individus avec leur milieu. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute et à la prochaine fois. Merci.